avec les ondes sonores, vous allez être exposé à un nouvel outil qu'on appelle le spectre, qui est quelque chose d'assez subtil. Vous avez l'habitude de voir des signaux périodiques sur un axe du temps, donc qui ressemblent souvent à des sinusoïdes. Et maintenant, on va vous parler du spectre d'un signal. Et le spectre d'un signal, ça va ressembler à des pics, donc verticaux, sur un axe de fréquence. Et le lien entre les deux, il n'est pas du tout évident à saisir. Donc on va bien expliquer ce à quoi correspond un spectre, notamment pour une onde sonore. Donc pour ça, on va s'amuser à superposer deux sons, deux fréquences différentes et d'amplitudes différentes. Donc comme si on appuyait sur deux touches différentes au même moment. Donc, on prend un premier signal, donc pur, une vraie sinusoïde, qui a une certaine fréquence, donc qu'on appelle T1. Sa fréquence, par définition, donc, elle est définie comme T1 égale 1 sur F1. Donc ça veut dire que là, comme la période est grande, on va avoir une petite fréquence. Et on va lui additionner un deuxième signal, qui lui aura une plus faible amplitude, mais une plus grande fréquence, c'est-à-dire une plus petite période. Donc au point donc, que F2 ce soit 2 fois la fréquence du premier. Donc ici on voit que ces motifs se répètent 2 fois plus vite que cela. Et on va s'amuser à faire la somme de ces deux sinus. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme de deux sinus? Eh bien on peut prendre chaque point, les aligner bien un par un, et si on avait du temps on pourrait le faire les uns après les autres et avoir beaucoup de points avant de les relier. Donc là on en a fait quelques-uns. Là j'étais à une valeur de 3 plus une valeur de 1, j'arrive à une valeur de 4. Ici j'étais à une valeur de moins 3, ici à une valeur de 1, donc j'arrive à une valeur de moins 2, etc. Je peux construire plein de points de cette manière-là et je me retrouve donc au bout d'une période T1 avec un signal qui ressemble à ça. Ça, ce n'est plus un sinus, c'est quelque chose d'un peu difforme. Maintenant, si je m'amuse à continuer et à refaire la même chose, à refaire ça plus ça, ça plus ça, étant donné qu'on a des signaux périodiques, eh bien forcément, ces motifs-là, cette deuxième période, c'est la même que celle-là. Et ces périodes-là vont encore être les mêmes. Donc forcément, le résultat qu'on a trouvé là va aussi se répéter. Et on va obtenir un signal périodique, donc qui va se répéter. C'est ce motif-là que l'on va répéter. Donc j'essaie de le reproduire. Et donc on voit que là, on n'a plus vraiment un sinus. On a la superposition de deux sinus, mais qui se superposent de manière périodique. Donc on a bien un signal périodique, mais qui n'est plus un sinus. Quelle est la fréquence de ce nouveau signal? Eh bien, vous le constatez qu'elle va forcément être déterminée par la plus petite fréquence des deux. C'est peut-être plus facile de raisonner avec les périodes, vu que là on est sur un axe du temps. La période de ce signal-là, elle va forcément correspondre à la plus grande période des signaux qu'on additionne. Puisque pour pouvoir se répéter, il faut attendre que tous les motifs aient fini de se répéter. Donc, le dernier motif à se répéter, c'est celui qui aura la plus grande période. Donc, en fait, il est périodique de période T1, qui est la plus grande période, et donc de fréquence F1. Donc, le signal ici aura la fréquence la plus petite de tous les signaux qu'on va additionner. J'aurais pu en additionner un troisième, un quatrième, le raisonnement aurait été le même. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a un signal périodique qui n'est pas composé de sinus, c'est beaucoup plus difficile à étudier. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est quand on tombe sur un signal comme ça, on aimerait savoir quels sont les sinus que l'on a additionnés pour obtenir ce signal. Et donc là, vous constatez que nous, on a été capable de le faire assez simplement dans ce sens-là. On a additionné deux sinus. Mais maintenant, imaginons qu'on ait directement ça. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les sinus qu'ils composent? Comment est-ce qu'on fait pour aller dans ce sens-là? Eh bien ça, heureusement, il y a un grand mathématicien français qui s'appelle Fourier, qui a développé un outil mathématique qui permet à partir de n'importe quel signal périodique de le décomposer comme une somme de sinus. Et donc de retrouver que
ce signal-là correspond à ce sinus-là plus ce sinus-là. Quelles sont les caractéristiques d'un sinus? Il y en a deux. L'amplitude, jusqu'où je monte, et la fréquence ou la période. Donc la taille d'un motif. Donc pour caractériser un sinus, j'ai finalement besoin que de deux valeurs. La période et l'amplitude. Donc quand je fais d'une transformation de Fourier, quand je passe d'un signal périodique pour le décomposer en sinus, pour dire j'ai un sinus 1, un sinus 2, eh bien j'ai besoin en fait de son amplitude et de sa fréquence. Et donc mon signal 2, j'ai besoin de son amplitude et de sa fréquence. Et donc une façon de représenter ça, c'est justement dans un repère où on mettrait la fréquence en fonction de l'amplitude. Comme ça, n'importe quel couple fréquence-amplitude peut être représenté par un point. Ici, mon signal 1, il a une amplitude 3, une fréquence F1. Je le place sur une fréquence F1 à une amplitude 3. Mon signal 2, amplitude 1, fréquence F2, je le place sur ce point-là. Donc, on aurait pu faire un spectre uniquement avec des points. Le problème, c'est que des points, on a du mal à imaginer que ce sont des fonctions. Or, souvenez-vous que ces points, ils caractérisent des sinus, qui sont des fonctions. Donc, on a pris cette convention qui est de tracer des barres verticales, parce que ça ressemble un peu plus à une fonction, pour dire ça, c'est le sinus 1, ça, c'est le sinus 2. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un spectre? C'est représenter tous les sinus qui composent un signal périodique, même si ce signal périodique n'est pas lui-même un sinus. Donc, dans un spectre, le passage d'un signal à son spectre, il n'est pas du tout évident. L'axe du temps qui est ici, je ne peux pas, quand je passe en axe de fréquence, je fais une opération très compliquée entre les deux qui est la décomposition de Fourier. Ça, vous n'aurez pas à le faire, ce sera donné par vos énoncés. Et donc, on vous donnera un spectre et il faudra être capable de dire si ça correspond à tel ou tel signal. Donc ici, on voit bien que ce spectre-là correspond bien à la somme de ces deux sinus, donc à ce signal. Enfin, la dernière chose, c'est de remarquer le lien qu'il peut y avoir entre ces différents sinus. Ces sinus, on va leur donner un nom. On va les appeler les harmoniques. Et donc, c'est du vocabulaire qu'il faut connaître. Ça, on va appeler ça l'harmonique de rang 1. Et comme il s'agit de la plus petite fréquence, on a dit que c'était celle-là la plus importante parce que c'est celle qui détermine la fréquence du signal. C'est ce qu'on va appeler l'harmonique fondamentale. Eh bien, en fait, la théorie de Fourier nous dit aussi que n'importe quelle harmonique en fréquence sera toujours un multiple du fondamental. Donc, pour tout n, pour tout entier, en fait, la fréquence d'un harmonique de rang n sera en fait un multiple de notre fréquence fondamentale. Ça veut dire que si je prends des valeurs numériques, que je dis que F1 c'est 400 Hz, quelles sont les valeurs possibles pour F2? Ici, on a dit que F2 c'était 2 fois F1. Donc, ça correspond bien, c'est 800 Hz. Ensuite, imaginons que j'ai un autre signal plus compliqué. Quelles sont les autres valeurs possibles en fréquence? Par exemple, 1000, ça ne peut pas être un harmonique. On ne peut pas avoir un harmonique à 1000 Hz, parce que 1000 n'est pas un multiple de 400. Ça pourrait être 1200, mais il faut bien comprendre que je ne suis pas obligé, je n'aurai pas forcément un harmonique à 1200 Hz. Quand on dit pour tout n, c'est-à-dire que si j'ai un harmonique, alors sa fréquence sera un multiple du fondamental. Donc, celui que je vais mettre là, par exemple, ça pourrait très bien être 1600 Hz. Et donc là aussi, j'aurai un autre harmonique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on voit un signal périodique, en réalité, on pourra toujours le décomposer comme une somme de sinus, en faisant l'opération inverse de ce que nous, on a fait ici au tableau. Cette opération, c'est Fourier qui l'a fait, ça sera donné dans l'énoncé. Ça permet de représenter tous les sinus qui composent un signal sous forme de barres verticales qu'on va appeler des harmoniques. La
l'harmonique de plus faible fréquence, c'est ce qu'on appelle l'harmonique fondamentale. Toutes les autres fréquences que vous verrez sur votre spectre devront être un multiple de la fréquence donc du fondamental. Et donc la fréquence du fondamental correspond à la fréquence du signal. Donc on peut conclure avec ça. La fréquence du fondamental, c'est la fréquence du signal. Donc, maintenant que les idées sont claires, vous devez toujours vous souvenir qu'un spectre, ce n'est pas un objet évident à appréhender. On l'obtient par une décomposition mathématique compliquée qui vous sera heureusement donnée dans l'énoncé. Il faudra juste être capable donc de faire le lien entre un spectre et un signal.